Une démographie croissante mondiale pose de nouveaux défis, mais limiter la population est-elle vraiment une solution pour sauver la planète? Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Monsieur Wang Kun, sociologue. Bonjour Monsieur Wang, merci d'être Bonjour. avec nous. La population mondiale augmente très vite et la Chine se trouve en tête des pays les plus peuplés avec presque 20% d'habitants mondiaux. Mais une remarque, c'est en 2018, la Chine n'a jamais compté aussi peu de naissances depuis les années 60. Et comment expliquez-vous cette chute de la natalité? Donc vous avez raison de rappeler qu'en fait la tendance mondiale est la croissance de la population, mais la Chine a un peu traîné en arrière. Pourquoi ce phénomène? D'abord, je pense que la Chine est entrée dans une phase de développement démographique au ralentissement parce qu'elle a connu une vitesse de croissance assez rapide depuis ses 3-4 décennies. Donc, c'est-à-dire que le cumul de richesses a atteint un certain niveau et la construction sociale a permis à plusieurs choses. D'abord, la vulgarisation de l'éducation et donc beaucoup de jeunes, d'enfants et de jeunes accèdent à l'éducation. Donc, de plus en plus longtemps, c'est-à-dire notamment pour les jeunes filles qui vont recevoir leur éducation secondaire, voire leur éducation supérieure. Donc cela retarde très clairement donc, la date de première naissance, de la naissance de leur premier enfant. Et par la suite, vous avez aussi le phénomène d'urbanisation qui continue, qui viennent avec bien sûr cette ouverture et le développement de la Chine. Et donc la croissance économique était plutôt du côté, dans les villes, du côté de côte littorale et de l'est de Chine, alors que la population qui se trouve à l'interne de la Chine vont migrer vers les grandes villes. Donc dans ce processus de migration, donc on a aussi constaté qu'une baisse relative de naissance de ces personnes migrants qui quittent leur lieu de naissance pour chercher du travail dans une autre ville. Et en plus, donc, quand on dit urbanisation, on parle aussi de l'augmentation de coûts de naissance, de l'éducation des enfants, donc à commencer par trouver un bon logement et d'accueillir un nouveau-né et ensuite de l'élever et puis de l'éduquer dans les villes. Ça coûte beaucoup plus cher que dans les zones rurales, donc cela freine en quelque sorte le pas de naissance en Chine. Donc cette baisse de natalité est un miroir du développement de la société chinoise. Et comment vous évaluerez cette baisse? Est-ce que c'est une bonne chose pour la Chine? Bonne chose, mauvaise chose, cela dépend. C'est-à-dire que depuis que la Chine adopte une politique de planning familial, nous cherchons à contraindre la croissance trop rapide de la population dans l'objectif de correspondre la croissance démographique avec la croissance économique. C'est-à-dire que seulement ces deux croissances vont de pair, hein, qu'on peut assurer un certain niveau de vie de la population. Donc on ne peut pas voir qu'il y a trop de monde et alors que le cumul de richesses n'est pas encore au niveau. Donc cela signifie qu'il y aura une baisse de niveau de vie de la population en général. Ce n'est pas ce qu'on souhaite parce que nous cherchons bien sûr à améliorer la condition de vie des Chinois. Donc le ralentissement de la croissance démographique peuvent en quelque sorte donc, permettre d'atteindre l'objectif d'amélioration de niveau de vie de façon plus facile. Mais de l'autre côté, bien sûr, donc une baisse trop rapide de croissance, donc de naissance, signifie aussi qu'il y aura de moins en moins de jeunes personnes. Donc dans 20 ans, dans 30 ans, cela poserait un problème à la structure démographique, c'est-à-dire il y aura trop de vieux et trop peu de jeunes. Et vu qu'aujourd'hui le système de retraite se base sur la somme payée par les jeunes personnes qui travaillent, donc cette somme de retraite, donc cette somme va baisser et donc les personnes en retraite toucheraient de moins en moins de pensions. Donc cela crée probablement un certain déséquilibre entre les deux. Donc c'est double tranchant. Oui. Et donc cette baisse, pensez-vous que ça va continuer? Je pense que vu d'aujourd'hui, cette baisse va continuer. Donc, vu aussi l'expérience de nos voisins dans les pays comme la Corée du Sud ou le Japon, donc on atteint certains niveaux de richesse et de degré de développement de la société. Donc, pour rebooster, dynamiser la naissance
nécessite la politique donc, sociale qui intervienne, c'est-à-dire que pour encourager les jeunes personnes donc, à donner naissance à plus de bébés, il faut les aider dans les soins de santé de bébé, dans leur entretien au quotidien. Donc il ne faut pas dépendre tous des grands-parents, parce qu'en Chine, les grands-parents jouent un grand rôle aujourd'hui dans le soin des enfants, des jeunes enfants à la maison, alors que la crèche intervient assez tardivement à partir de 3 ans et les petites écoles à partir de 6 ans. Donc seulement à partir de 6 ans, l'éducation est obligatoire. Donc c'est-à-dire que le service au niveau social est assez tardif. Donc les 3 à 6 premières années de la vie d'un enfant est à la charge de la famille. Donc aujourd'hui, si le gouvernement veut que les jeunes donnent plus d'enfants, donc il faut subventionner la crèche, donner plus de postes à la crèche pour accueillir plus d'enfants. On parle de la Chine et tout à l'heure vous avez mentionné le Japon, et donc est-ce que l'Asie en général elle a tendance d'avoir un taux de fécondité de plus en plus bas? Ce n'est pas le cas pour toute l'Asie, c'est surtout le degré ou le niveau de développement du pays. C'est-à-dire qu'on constate plus de pays qui souffrent de cet vieillissement ou de chute de naissance plutôt en Europe qu'en Asie, parce qu'en Europe on compte beaucoup plus de pays qui ont atteint un certain niveau de vie, y compris la Russie, et y compris les pays comme l'Europe de l'Ouest et de l'Est. Mais l'Asie en général est un continent d'une grande vigueur et de vivacité. Donc on a connu depuis 20-30 ans une croissance démographique assez importante, alors qu'aujourd'hui, donc la tendance est s'affirmer, c'est-à-dire nos pays voisins, l'Inde, l'un des pays les plus importants de l'Asie, va doubler la population de la Chine en population dans quelques années. Et l'Asie est le continent le plus peuplé du monde avec plus de 4,5 milliards d'habitants. Et l'Afrique arrive en deuxième position avec plus de 1,2 milliard d'habitants. L'Afrique abrite la plus jeune démographie de la planète et sa population augmente rapidement. Elle demeure cependant résolument inhospitalière à l'égard de sa population, que ce soit sur le plan politique, économique ou social. Les gouvernements africains déploient de grands efforts pour remédier à cette problématique. Reportage de notre correspondant en Égypte, Ashraf Massoud. La journée mondiale de la population intervient cette année alors que les populations africaines sont confrontées à des défis majeurs qui pourraient affecter leur avenir. La sous-alimentation et l'insécurité alimentaire connaissent une hausse sans précédent en Afrique subsaharienne, avec plus de 23% de la population en insécurité alimentaire et 21% en sous-alimentation. À ce jour, sur les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 20 pays sont engagés dans le renforcement de la lutte contre la malnutrition. Parmi ces pays, 16 ont réalisé l'examen stratégique Faim Zéro et ont élaboré leur feuille de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes. L'explosion démographique, le faible accès aux services sociaux de base, le changement climatique et l'érosion des sols sont autant de facteurs qui déterminent cette crise. Le premier centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition en Afrique a été lancé à Abidjan. Ce centre devrait permettre de répondre à la demande de renforcement des capacités nationales et régionales pour faire face à cette crise. L'Afrique reste malheureusement confrontée au manque d'emplois jeunes et à la création des emplois de qualité. Pour ce faire, la Banque africaine de développement mise sur certains secteurs clés, comme l'augmentation du commerce intra-africain et les investissements étrangers. Elle prône la création de 12 millions de nouveaux emplois chaque année pour contenir l'augmentation du chômage. Plusieurs facteurs, notamment les investissements étrangers, en particulier les investissements chinois, et la construction des infrastructures, fournissent des millions d'emplois aux jeunes Africains. La Chine s'engage aussi à former les cadres africains pour être capables de traiter avec les dernières technologies. Du coup, la Chine contribue à l'amélioration de la stabilité macroéconomique en Afrique, ce qui aura un impact positif sur l'économie continentale. Plus de la moitié de la population africaine n'a toujours pas accès aux services de santé essentiels, surtout en milieu rural. Les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables payent le plus lourd tribut. À cet égard,
les dirigeants africains se sont engagés à allouer 15% des budgets nationaux à la santé, à éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique d'ici à 2030. Ces mesures doivent préserver la bonne santé des Africains et mettre fin d'ici 2030 à l'épidémie du sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l'hépatite, les maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles. Le continent est également miné par les conflits armés, l'instabilité politique et le terrorisme islamiste qui étend ses tentacules à plusieurs pays, majoritairement situés sur la bande sahélo-saharienne, une situation qui pourrait entraver le processus du développement en Afrique. Dans ce cadre, le Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine déploie tous les efforts pour renforcer la stabilité et instaurer la paix dans le continent. Achraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte. Donc à peu près partout dans le monde, la population a tendance à vieillir, mais celle de l'Afrique affiche une jeunesse étonnante. Selon les dernières projections des Nations Unies, le continent comptera près de 2,4 milliards d'habitants en 2050 contre 1,2 milliard aujourd'hui, dont plus de la moitié aura moins de 25 ans. Comme l'Afrique est en pleine croissance, à votre avis, cette évolution démographique est-elle une chance ou un risque pour le développement du continent ? Une chance ou un défi, en fait, cela dépend, parce que tout à l'heure, vous avez raison de rappeler que selon l'estimation de l'ONU, la population africaine va se doubler d'ici 2050. Ça, c'est donc calculé à partir de tendances actuelles et effectivement, beaucoup de dirigeants d'aujourd'hui estiment donc leur futur à partir de ce chiffre-là, c'est-à-dire que l'Afrique sera un continent jeune, très jeune même, donc 50% de la population sera moins de 24 ans, c'est-à-dire que vraiment donc la moitié de la population sont dans la phase d'agrandissement, de l'éducation et de recherche d'emploi. Donc ça, en soi, est d'une ressource humaine très importante pour nous parce que comme vous avez remarqué au début, en fait, dans beaucoup d'endroits, l'Europe ou d'autres endroits comme le Japon, en Asie, donc beaucoup de pays ont connu donc la chute de population à cause de ce manque de naissance. Par contre, dans certains continents, en Asie, en Afrique, donc beaucoup de pays ont connu cette croissance continue de population. Donc bonne chose, mauvaise chose. Donc tout à l'heure on a vu dans le reportage que ça pourrait entraîner la question de nourriture, c'est-à-dire que la malnutrition est une menace qui est pesée sur la population croissante en Afrique et surtout pour les pays qui ont moins de ressources naturelles. Et le problème d'emploi est aussi une chose à faire face pour la jeune génération quand ils sont arrivés sur le marché d'emploi en nombre et quand ils ne trouvent pas de travail. Donc c'est un facteur d'instabilité sociale. Et a été également mentionné la question de santé, donc services de soins de santé, donc l'accès à l'eau potable propre et le soin de santé pour parer la route à maladies épidémiques comme le sida, le paludisme, la tuberculose, etc., etc. Donc ce sont les défis à faire face, mais je pense que de disposer d'une ressource humaine importante quelque part dans le continent africain est une bonne chose en soi parce que comme j'ai évoqué tout à l'heure, il faut correspondre la croissance démographique avec la croissance économique. C'est-à-dire qu'en Chine, on avait aussi dans les années 70-80 beaucoup souffert de cette grande population. On s'est dit il y a trop de monde en Chine, etc. Donc cela a posé beaucoup de problèmes, de manque de ressources, manque de logement, manque d'emploi, etc., etc. Mais ce problème a été résolu avec l'arrivée de la politique de l'ouverture et de réforme en Chine, avec l'ouverture de la Chine vers le marché mondial, l'arrivée d'investissements directs étrangers, des usines. Donc la Chine s'est transformée en quelque sorte entre guillemets l'usine du monde, mais ce n'est pas forcément une bonne chose et ça a des conséquences énergétiques et environnementales. Mais tout d'un coup, on a presque aperçu du jour au lendemain la démocratie d'un fardeau à
quelque chose de positif comme le bonus démographique. On en parle beaucoup en Chine, c'est-à-dire que c'est grâce à cette grande passe démographique que nous pouvons avoir cette vitesse de croissance soutenue pendant très longtemps, parce que quand on ouvre les usines, il faut des main-d'œuvre, etc., etc. Donc pareil pour l'Afrique maintenant, Donc, elle a besoin de... Si nous poursuivons cette logique, donc une grande population en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que cela pourrait apporter de l'opportunité de croissance. Donc quand vous n'avez pas de jeunesse, vous n'avez pas d'espoir, parce que personne ne va travailler, vous devez compter uniquement sur les repos, ce n'est pas tout à fait comptable. Mais l'ONU estime que la population mondiale pourrait atteindre jusqu'à 10 milliards d'individus en 2050. Et les conséquences de cette croissance pourraient être désastreuses dans tous les sens, d'environnement, de nourriture, de ressources, etc. Et quel est votre avis ? Je pense que c'est un phénomène qu'on constate dans le reportage. Souvent, l'image de l'Afrique est associée avec la famine, le manque de ressources, etc. Mais si vous regardez un petit peu aujourd'hui d'un point de vue écologique, purement écologique, réchauffement planétaire, 50% des gaz à effet de serre sont émis par les pays développés au lieu des pays en développement. Donc ce n'est pas forcément une menace directe à notre environnement du point de vue de la pollution de l'atmosphère, des eaux et des déchets. Donc souvent ce sont les pays développés qui tombent dans les pièges de consumérisme, qui produisent beaucoup de déchets et de pollution dans le monde, alors que en fait donc un cinquième de la population consomme donc à 80% de produits qu'on a créés dans ce monde. C'est-à-dire que il y a un très grand déséquilibre de distribution de ressources. Donc c'est-à-dire qu'en capacité de production, donc notre capacité est tout à fait suffisante pour nourrir toute la population. Vous avez mentionné 10 milliards de personnes dans cette planète. Donc nous sommes déjà là, et il ne faut pas oublier que la Chine y a beaucoup contribué, comme M. Yuan Longping, qui avait inventé ces riz hybrides pour doubler plusieurs fois donc la production, donc productivité des rizières, etc. Donc il y a la technologie, mais la question d'aujourd'hui, c'est la distribution des ressources, c'est-à-dire que la quasi-totalité des ressources ont été contrôlées par les pays développés, alors que les pays en développement n'ont pas accès à ces ressources-là. Donc ressources alimentaires, mais aussi ressources comme les capitaux pour développer, ressources comme l'éducation, donc technologie, transfert technologie. Il y a beaucoup de choses à faire pour rééquilibrer ce monde, pour qu'on puisse contenir justement autant de population et pour qu'ils puissent trouver du travail, trouver leur sens de vie. Donc on doit rester optimiste pour l'avenir. Il ne faut pas chercher à diminuer la croissance démographique pour sauver le monde, en fait. Il faut éviter cette logique de dire que vous êtes trop nombreux pour avoir pollué l'environnement. Ce n'est pas vrai. Merci Monsieur Wang pour votre partage, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur TVTL Français.